nombre de textes, 2 projets de loi de ratification d'ordonnances que nous avons vus récemment. Je vous renverrai donc tout naturellement au communiqué de presse qui sera mis sur le site du gouvernement pour en avoir le détail. Nous avons par ailleurs examiné 5 nouveaux textes. Un premier texte présenté par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a présenté une ordonnance de modernisation des fourrières automobiles en application de la loi d'orientation des mobilités. Le ministre de l'Intérieur a également présenté le décret de convocation des électeurs pour la 2e consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Il a enfin présenté un décret d'annulation du second tour des élections municipales et communautaires en Guyane en raison de l'évolution extrêmement préoccupante de l'épidémie de Covid-19 et de la priorité qui doit, dans ce cadre, être accordée à la lutte contre le virus. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pour sa part, a présenté une ordonnance qui autorise la prorogation de certains contrats sportifs pour les entraîneurs et les sportifs professionnels, de manière à leur permettre de terminer au mieux les quelques compétitions qui correspondent à la saison sportive 2019-2020. Et la ministre du Travail a enfin présenté pour sa part une ordonnance qui acte l'évolution déjà annoncée du dispositif de chômage partiel depuis le 1er juin, car vous le savez, depuis cette date, les indemnisations sont prises en charge à 85% par l'État dans la limite de 4,5 SMIC, à l'exception d'un certain nombre de secteurs considérés comme particulièrement fragiles où la prise en charge reste à 100%. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce Conseil des ministres. Je suis prête à répondre à vos questions. Je vous signale tout simplement que, ayant une obligation à la suite de ce compte-rendu, je ne pourrai pas rester trop longtemps. Je vous remercie. Bonjour, Vincent de Rosier de la radio RTL. Une question que se posent de nombreux collègues. Dans une note publiée mardi par Mediapart, Emmanuel Macron assure qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, n'est jamais intervenu dans les dossiers de l'armateur MSC, à l'époque où il travaillait à Bercy avec lui. Alors, plusieurs questions. Est-ce que vous confirmez que le président a rédigé ce courrier à Alexis Kohler? Si oui, pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce une entrave à la justice? Et n'aurait-il pas dû s'abstenir d'envoyer ce mot, connaissant le contexte judiciaire? Merci. Alors, en aucun cas, le président de la République, qui est le garant de l'indépendance de la justice, n'intervient dans le cours d'une procédure judiciaire engagée. Pour ce qui est du sujet que vous pointez, l'avocat de M. Kohler a produit en juillet 2019, dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours au parquet national financier et dans l'exercice normal des droits de la défense de son client, des notes des différents supérieurs hiérarchiques auxquels l'intéressé, en l'occurrence Alexis Kohler, avait indiqué la situation particulière dans laquelle il était vis-à-vis de MSC. C'est dans ce cadre, puisque le ministre Emmanuel Macron était le supérieur hiérarchique direct d'Alexis Kohler, que le ministre d'alors, Emmanuel Macron, a effectué une note factuelle portant sur l'exercice par Alexis Kohler de ses fonctions au sein du ministère de l'Économie. Et c'est donc qualité d'ancien ministre de l'Économie et donc supérieur hiérarchique d'Alexis Kohler qui était alors son directeur de cabinet. Ce courrier, je préfère le préciser, a été rédigé sur un document libre, sans en-tête de la présidence de la République, afin d'éviter toute confusion. Le président de la République, aujourd'hui, considère que ne pas verser ce document aurait été priver l'intéressé d'un exercice normal et légitime de ses droits de la défense. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Bonjour Madame la Ministre, Sophie Dupont pour Quotidien. Des militants d'Extinction Rebellion qui escaladent la grille du ministère de l'Intérieur hier à quelques mètres du palais de l'Élysée. Des manifestations qui se terminent systématiquement désormais par des affrontements avec les forces de l'ordre et même carrément le chef de l'État qui a interpellé il y a quelques mois lors d'un déplacement au Puy-en-Velay. Ce sont autant d'exemples et il y en aurait d'autres encore qui témoignent d'un problème de l'autorité de l'État. Comment le gouvernement peut-il y remédier aujourd'hui ? Alors, vous le savez, nous sommes extrêmement attachés à l'ordre républicain parce que l'ordre républicain est ce qui protège nos concitoyens en tout temps et en tout lieu. Il y a différents éléments que vous avez apportés. Je veux évidemment condamner avec la plus grande fermeté l'action d'Extinction Rebellion qui met à la fois en danger la vie des personnes qui la mènent, mais aussi la vie de ceux qui sont potentiellement en train d'intervenir sur cette action. Et donc, nous sommes attachés à la fois à soutenir les forces de l'ordre,
l'ordre pour que lorsqu'il y a des débordements de toute nature au cours de manifestations, au cours d'interventions diverses et variées, elles puissent effectuer leur travail avec sérénité, toujours de manière proportionnée, adéquate, avec un usage de la force en rapport avec les faits qui se déroulent le cas échéant. Mais comment le gouvernement peut-il remédier à ce problème d'autorité aujourd'hui ? Alors, je ne crois pas que l'autorité de l'État soit aujourd'hui remise en cause, en aucune façon, parce que les forces de sécurité intérieure interviennent de manière proportionnée lorsque cela est nécessaire et lorsque la situation l'exige. Et quand on voit que les manifestations, elles se terminent par des affrontements avec les CRS, quand le président est pris à partie, quand hier c'est un ministère qui est à quelques mètres de l'Élysée et la grille est escaladée, il y a un problème d'autorité. Mais enfin, ce que vous décrivez, ce sont des actes délictueux qui sont commis par des personnes. Et donc, à chaque fois qu'un acte délictueux est commis en France, il est normal qu'il y ait une intervention des forces de sécurité intérieure afin de rétablir l'ordre. Ça n'est pas le gouvernement qui dit au Black Bloc de venir saccager des manifestations, détourner le propos et la cause qui est défendue par des manifestants. Ce sont des gens qui font ce choix-là et qui sont régulièrement poursuivis et le cas échéant punis lorsque les faits sont établis et avérés. Bonjour, Frédéric Delpech pour TF1 LCI. La statue de Colbert qui se trouve devant l'Assemblée nationale a été vandalisée hier avec donc des graffitis. Ça vient après plusieurs opérations. Il y en a eu également à Lille contre la statue du général Faidherbe. Le buste de Charles de Gaulle a également été vandalisé il y a peu de temps. Alors, est-ce que vous condamnez fermement ces gestes? Est-ce que vous envisagez une sévérité accrue pour en punir les auteurs? Et est-ce que d'autres actions sont prévues? Alors, je condamne évidemment avec beaucoup de fermeté ceux qui veulent effacer des traits de notre histoire. Parce que dans tous les cas que vous avez indiqués, en particulier dans le cas de Colbert, je crois qu'il est important que nous ayons un regard à la fois lucide et apaisé sur les personnages, sur les faits historiques tels qu'ils se sont déroulés. Il me semble plus utile d'expliquer le contexte dans lequel des personnalités ou des personnages historiques ont effectué ou ont pris certaines décisions, et ça peut être le cas en particulier pour Colbert, dont il ne faut pas oublier toute l'action qu'il a pu avoir par ailleurs, au-delà du sujet du Code noir, qui est effectivement un sujet important. Mais notre devoir aujourd'hui, il est d'expliquer aux générations actuelles dans quel contexte les choses se sont déroulées. Et donc je condamne fermement cette, au fond, négation de ce qu'a été l'histoire de notre pays. Il faut la prendre telle qu'elle est, avec lucidité, parfois avec détachement, car il appartient aux historiens d'expliquer avec pédagogie ce qu'ont été les faits et dans le contexte dans lequel ils se sont déroulés. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à protéger, par exemple, la statue de Colbert devant l'Assemblée ? Alors, je ne crois pas qu'il faille en arriver là. Moi, il me semble au contraire qu'il faut expliquer les choses avec beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement, parce que ce que je constate aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'hystérisation, de confusion générale qui s'est installée. Et il faut en revenir aux faits. Qu'est-ce qu'a été notre histoire? Comment est-ce qu'on la regarde? Toujours avec beaucoup de lucidité. Comment est-ce qu'on l'explique? Et je crois que ce devoir de pédagogie et d'explication est particulièrement important. Donc on pourrait imaginer, par exemple, qu'on appose sur des statues qui posent question ou sur des monuments qui posent question, qu'on appose des plaques qui permettent d'expliquer les choses. Et je crois toujours que l'explication claire, pédagogique, est toujours plus importante et plus utile que la simple condamnation. Bonjour, Jérôme Rivet de l'AFP. Est-ce que vous pourriez nous donner la date du référendum en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'une date a été fixée pour les municipales en Guyane qui ont été reportées? Et est-ce que vous avez évoqué la possibilité d'un reconfinement, justement en Guyane, étant donné la situation sanitaire? Alors, pour ce qui est des élections en Guyane, il n'y a pas de nouvelle date qui ait été définie. Cela se fera en lien, évidemment, avec les autorités locales. Aujourd'hui, nous savons que la situation en Guyane est extrêmement préoccupante parce que nous avons des cas regroupés avec ce qu'on appelle une diffusion communautaire, autrement dit, où le retraçage des chaînes de contamination n'est plus possible. C'est la raison pour laquelle la ministre des Outre-mer, qui s'est rendue sur place, a annoncé qu'il y aurait des renforts pour permettre à la fois de renforcer le dispositif de testing,
de contact tracing, mais également de renforcer les moyens en matière d'hospitalisation et aussi de renforcer les moyens pour permettre des évacuations sanitaires, notamment en direction des Antilles. Et donc nous avons aujourd'hui un État qui est aux côtés des Guyanais de manière à répondre à cette difficulté importante que nous ne méconnaissons pas, évidemment, sur la situation épidémique en Guyane. Et évidemment, pour ce qui est de la date d'un éventuel des prochaines municipales, aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Concernant la Nouvelle-Calédonie, le référendum pour sa deuxième édition, si j'ose dire, était initialement prévu le 6 septembre. La date du deuxième référendum a été portée au 4 octobre 2020, compte tenu des conséquences de la crise sanitaire. Bonjour, Sylvie Corbet, Agence AP. Plusieurs familles, dont celle de Cédric Chouviat, hier, ont interpellé directement le président de la République sur les violences policières et notamment sur l'interdiction de la clé d'étranglement qu'elles réclament. Est-ce que vous pouvez clarifier la position du gouvernement sur le sujet, le calendrier? Est-ce qu'il y a toujours une volonté d'interdire la clé d'étranglement, l'usage de la clé d'étranglement par la police? Alors, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de répondre à une question un peu similaire, donc je vous redirai ce que j'ai dit la semaine dernière. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a eu l'occasion de recevoir la famille de Cédric Chouviat à la suite de ce drame terrible, et je profite de ce moment pour m'associer évidemment à la douleur de cette famille. Après avoir reçu cette famille, il a fait le choix de lancer un groupe de travail qui devait permettre de réfléchir notamment aux techniques d'interpellation. Ce groupe de travail, avec à la fois des personnels de la gendarmerie et de la police, a conclu à la dangerosité de la technique dite de l'étranglement. Le ministre de l'Intérieur a donc fait le choix que cette technique ne soit plus enseignée dans les écoles de formation, qu'elle soit conservée le temps que puissent être trouvées des techniques alternatives permettant de manière sécurisée et proportionnée l'intervention des forces de l'ordre. Très bien. Je vous remercie pour votre mansuétude et je file tout de suite à mon prochain rendez-vous. Au revoir.